Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler des Assises 2023 avec deux invités, Véronique Loquet. Bonjour Véronique. Bonjour. Et puis un invité un peu particulier puisqu'il est aussi contributeur Non Limite Sécu, Vladimir Collat. Bonjour Vladimir. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs Non Limite Sécu sont Jérôme 16. Bonjour. Et Nicolas Ruff. Bonjour. Alors, Véronique, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, moi je m'occupe de relations presse en particulier, mais je fais aussi d'autres choses. Mais relations presse et relations publiques dans le domaine de la cybersécurité depuis une vingtaine d'années. Et je m'occupe des relations presse des Assises. Merci Véron. Vladimir ? Oui. Alors, tu es contributeur Non Limite Sécu, mais tu es aussi le cofondateur de Patrol. Tu peux nous en dire deux mots ? Tout à fait. Donc Patrol, société française de cybersécurité. On édite une solution SaaS éponyme qui s'appelle Patrol. Et ce que nous faisons, c'est aider nos clients à sécuriser tout ce qu'ils exposent sur Internet, c'est-à-dire la surface d'attaque externe. Et ça revient à du test d'intrusion automatisé en continu en permanence. Donc on en parlera un peu plus, mais tu es invité Non Limite Sécu parce que vous avez gagné le prix de l'innovation. Et oui, le double prix, à la fois le prix du jury et le prix du public. Alors Jérôme, pour les gens qui ne connaîtraient pas les Assises, en deux mots. Alors pour les trois personnes qui parlent de cybersécurité et qui ne connaissent pas les Assises, il s'agit un peu du cœur du réacteur de la communauté cyber. Donc il y a une grande partie de la communauté, à la fois offreurs, RSSI, opérationnels, journalistes, commentateurs, qui se retrouvent ici en vase clos pendant 3-4 jours pour parler sécu, pour se retrouver, échanger, découvrir de nouvelles tendances, de nouveaux produits, célébrer les prix de l'innovation évidemment. Alors Véronique, quelles sont les particularités de cet événement ? Alors, les Assises, c'est un événement pionnier qui a 23 ans. C'est un événement qui est fermé, donc contrairement à beaucoup d'événements, tous les gens qui sont ici sont invités ou alors ont pris des passes pour être partenaires. Donc on a une audience qui est très très qualifiée. Ouais, non, c'est ça, c'est cette particularité, ce qui en fait la puissance des Assises, c'est que tu as à la fois les offreurs et à la fois les clients, les prospects qui sont ensemble pendant 3 jours pour discuter cybersécurité autour de tables rondes, de présentations, etc. Et surtout, on est tous ensemble du matin au soir, petit déjeuner, déjeuner et dîner compris, et ça, c'est génial. Il y a pas mal de gens qui ont fait des nuits blanches là, donc ouais, c'est même non-stop quoi. Ça s'entend à ma voix, non ? Non, mais tu n'es pas le seul. Au-delà de la nuit blanche, c'est un peu la magie aussi du off, c'est-à-dire de se retrouver dans un environnement qui n'a rien à voir avec l'environnement habituel de l'année, autour d'une thématique commune, et donc en dehors des contenus officiels des Assises, il y a plein de choses qui se passent et qui se disent, et des deals qui se nouent ou qui s'amorcent ici en fait, et c'est ça qui est super intéressant. Et à Monaco, ça joue aussi, hein. Il y a toute une ambiance en fait. Via les one-to-one, on peut dire que ça c'est une particularité aussi. Les one-to-one, ça permet en fait aux offreurs de solutions de rencontrer une cible qualifiée qui est déjà intéressée par ce qu'ils font, en tout cas avec des problématiques autour de l'éditeur ou de la solution qu'ils vont rencontrer. Et il y a eu plus de 11 000 cette année rendez-vous pris. Donc c'est planifié, parce qu'en fait en prix au total il y en aura beaucoup plus. Ouais, typiquement, tu vois, nous on avait 45 rendez-vous de prix, là on en est à 120, donc il y en aura même beaucoup plus. Et ça, c'est une grosse particularité des Assises parce qu'en fait, les gens payent un ticket pour venir montrer leur solution, mais en termes de génération de leads, comme on dit dans le marketing, c'est très très rentable, quoi. Ça se transforme bien et ils reviennent chaque année, ils sont contents. C'est ça qui est complètement fou, c'est que ça fait 23 ans que ça existe et ça fait 23 ans que la communauté ne se lasse pas de discuter en fait, et de parler et d'échanger. Ouais, et puis c'est une plateforme d'affaires, c'est un vrai booster. Il n'y a pas d'autres événements comme celui-là en France. Et même un peu plus loin, il n'y a pas d'autres événements comme ça. Les gens ne se lassent pas parce que le problème de la cybersécurité n'a toujours pas été réglé. Ils ont encore des choses à dire. Un échec Est-ce persistant. que c'est un échec ? Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce n'est pas un salon de recrutement, ou alors peut-être des profils experts, mais il n'y a pas d'étudiants qui traînent sur les stands et qui t'échangent un CV contre un goodies. Il y a du mercato. Oui, voilà, c'est plutôt un salon de mercato, oui, plutôt senior, effectivement. Alors les Assises, c'est aussi le Before, donc c'est structuré en plusieurs jours, c'est 5 jours en tout ? C'est ça. On peut même aller jusqu'au samedi où on s'amuse, hein. Le brunch. Ouais, c'est plutôt décontracté le samedi, oui. Ouais.
Mais ça compte parce que c'est ce qu'on disait, c'est pouvoir continuer les échanges avec finalement plus d'affinité avec les gens. C'est un tout du lundi soir au samedi, effectivement, samedi après-midi. Oui, parce que Johan, il y a un before du before maintenant le lundi. Ah, en tout cas, il y a le before. Et donc, Jérôme, tu as animé 2 tables rondes lors du before. Alors, j'ai animé une commission du before et une table ronde dans le cadre des assises. Si on parle uniquement du before, c'était une commission qui était consacrée à un sujet. Alors dans les 2 cas, c'était des sujets casse-gueule. Pour ce qui est du before, c'était le sujet de comment utiliser les recettes qui fonctionnent bien en réponse à incident, donc en sprint, avec un effort qui est ponctuel et qui est très dirigé pour une sortie de crise. Comment prendre ce qui relève du sprint et en prendre les meilleurs éléments au quotidien dans l'entreprise toute l'année. Comment on fait des recettes d'un sprint à un marathon, en fait. Alors c'est très casse-gueule parce qu'évidemment, il y a des tas de choses. Une gestion de crise, c'est épuisant. Les équipes en sortent rincées au bout d'un mois et demi. Donc imaginez faire ça toute l'année, c'est impossible. Malgré tout, il y a des choses qui ont émergé, des recettes qui ont émergé que l'on peut essayer de garder. Alors, on ne va pas faire de l'acquisition mémoire tous les jours, évidemment, mais sur l'aspect, par exemple, pluridisciplinaire, qui est natif vraiment à la gestion de crise, les cellules de crise sont vraiment très transverses, on a pu identifier des axes d'amélioration ou faire des sortes de mêlées cyber régulièrement, où on invite des gens qui n'ont rien à voir avec le domaine, mais qui peuvent apporter des choses. Ça peut aider à faire parler, à faire émerger des signaux faibles, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et puis aussi, sur la partie technique, avoir des campagnes de hunting un peu plus régulières, plus légères, mais plus régulières, et cette capacité à monter progressivement vers des choses de levée de doute beaucoup plus précises, mais qui soient cette fois-ci formalisées. Typiquement, l'acquisition mémoire, on va pouvoir avoir ça en dernier point avant de passer en crise. Et donc, être capable de moduler un petit peu tout ça, de manière à ne pas passer en crise au final. Donc avoir un effort qui est plus sur la durée, plus long, mais qui sera moins intense puisqu'on ne va pas passer en crise. Donc capitaliser sur la gestion de crise pour de nouveau éviter la crise. Voilà, capitaliser sur les recettes de la gestion de crise qu'on ne fait pas aujourd'hui quand on n'est pas en crise, et en faire peut-être un peu plus pour ne pas aller jusqu'au bout et tomber en gestion de crise, peut-être inoculer les bonnes pratiques de la gestion de crise pour ne pas tomber malade plus tard. Et du coup, la deuxième table ronde du before. Donc c'est le deuxième sujet casse-gueule, ce sont les signaux faibles, comment les repérer, les interpréter et agir sur des signaux faibles. L'objectif était de ne pas faire une énième table ronde généraliste sur la threat intelligence. Évidemment, on a tous fait ça, on sait, on connaît. Maintenant, si on veut monter un peu en maturité, il y a le sujet des signaux faibles. Les signaux faibles, par définition, et encore, on peut avoir différentes définitions des signaux faibles, mais en tout cas, par définition, c'est souvent les choses qu'on retrouve après l'incident. Quand on réécrit l'histoire, quand on regarde, on voit que tout était là, mais on n'a pas été capable de les identifier, de capitaliser dessus. Et donc, l'idée, c'est de se dire comment on peut améliorer la situation. On n'a pas de solution, clairement, donc c'est un débat très intéressant, mais on n'a pas apporté de solution clé en main en tout cas. Ce qui est certain, c'est que c'est évidemment très lié à la maturité. Il y a une montée en maturité, donc il faut aller chercher la maturité en termes de threat intel en étant très modeste et donc en commençant de manière petite, en maîtrisant les bases et puis on monte petit à petit. Typiquement, un des exemples qui est revenu plusieurs fois, c'est que un signal faible aussi, il n'est pas permanent. Ça va être peut-être que ce qui est aujourd'hui un signal faible sera demain un signal fort. Un exemple qui a été pris, c'est celui de Mimikatz. Il y a encore quelques années, vous trouvez un Mimikatz, ça pouvait être considéré comme un signal faible. Aujourd'hui, je pense que quelqu'un qui trouverait un Mimikatz sur un SI et qui ne réagirait pas doit clairement envisager une reconversion. Et donc, cette notion de signal faible, on l'a traité en se disant, puisque de toute façon on sera incapable de voir au milieu des milliers, voire millions d'événements, y compris des dizaines de milliers de faux positifs, voire celui qui est significatif, peut-être qu'on va le traiter à travers tous les rétex, et petit à petit, à travers les rétex, sortir des use cases, des scénarios, en mettant l'accent sur qu'est-ce qui, dans ce scénario-là, relevé du signal faible qu'on n'a pas vu, et que demain on va pouvoir modéliser et essayer de voir. Et en enrichissant comme ça ces use cases, on va pouvoir essayer de voir de plus en plus de choses de manière très, très pertinente. Et dernier point, qui a été soulevé d'ailleurs par un membre de l'audience, c'est dans ce contexte-là d'être aidé par la Deceptive Security, et donc notamment par exemple des honeypots, parce que par définition, ce qui va se passer sur un honeypot ou sur un système cible comme ça, par définition, ça sera du signal faible. C'est-à-dire par définition, ce qui s'y passe, c'est malveillant, et donc même les moindres petits signaux qui sont sur ce système-là seront malveillants, donc on va pouvoir les utiliser
alors qu'on les aurait perdus dans la masse du reste du système d'information. Nicolas, je te voyais sourire. Je précise que ce n'est pas un challenge que j'ai donné à Jérôme pour placer le mot honeypot dans cet épisode. C'est le retour des honeypots qui était très très réputé il y a quelques dizaines d'années presque, il y a 20 ans, et ça revient à la mode. Avec un nouveau nom, donc la Deceptive Security. Voilà. La sécurité, quand ça fait 20 ans justement, ou 23 ans maintenant que les assises sont là, donc on a vu passer les modes et monter et descendre. Et effectivement, on a toujours des nouveaux mots pour des choses, des concepts qui étaient là depuis longtemps, effectivement. Donc là, c'est Deceptive Security. Moi, je devais placer, on n'est pas là pour beurrer les tartines, comme ça c'est fait. Ah, parfait. Toi, tu en as placé une belle dans ta table ronde. C'était à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Ah non, alors là, c'était pas moi. Non, moi, j'ai pas même si je peux revendiquer une certaine ruralité parfois. Non, ça, tu peux l'attribuer à son auteur, qui était le général Fraissinet. Voilà, c'est balancé. Oui, mais il n'avait pas très bien, il n'avait pas la formule d'ailleurs, on l'a aidé. Le public l'a aidé, parce que moi j'étais pas du tout au courant de cette formule. Alors tu peux nous dire 2 mots justement de la table ronde sur la désinformation ? Oui, alors c'était une table ronde sur la manipulation en ligne. Et en fait, c'est un sujet qui est quand même vaste, et le traiter en 3 quarts d'heure, c'est impossible. C'est pour ça que j'ai cité Disinformation Lab, qui est une conférence à Cracovie, qui a lieu là en même temps que les assises, et qui traite de ça en plusieurs jours. Donc voilà, c'est un peu frustrant d'avoir un tout petit format pour parler d'un sujet comme celui-là. Donc j'ai essayé de recentrer sur les entreprises, et en fait de dire que voilà, ce sont des menaces, la manipulation en ligne. Il y a des menaces qui peuvent entraîner perte de confiance chez les clients, des dommages à la réputation, des perturbations opérationnelles qui peuvent être parfois d'ordre financier. Donc voilà, on a essayé de centrer un peu sur les entreprises, et puis on est quand même en plein l'actualité, parce qu'il y avait quand même une actualité du Monde. Il y avait un article du Monde hier qui parlait des algorithmes de X, anciennement Twitter, qui valorisent des contenus qui sont racoleurs, plutôt dans la manipulation, et par rapport à l'offensive du Hamas. Donc là, il y a un flot, et on se rend compte que voilà, il y a aussi une manipulation avec des biais algorithmiques. Pas que des biais, il y a aussi, voilà, ça peut s'exprimer sous plein d'aspects. Mais c'est des vrais sujets qu'on doit traiter. Parmi les outils de détection de ce type de menaces, on a évoqué l'OSINT et la CTI, bien sûr, sur le renseignement sur la menace, fait partie des outils qu'on peut utiliser. Même s'ils sont très humains. Alors c'est ce que nous disait Laurent Bloch dans cette table ronde, que en fait il fallait être dans les réseaux de pair à pair, pouvoir faire partie de l'OSIR. Il y a plein de best practices, et ne pas être tout seul quand on est un professionnel de la cybersécurité. C'est rassurant finalement dans cette époque où on met beaucoup l'accent sur l'intelligence artificielle, l'impact sur l'emploi, etc. Là on voit que l'humain, pour l'instant, est vraiment central dans ces domaines-là. Sur la table ronde, sur les signaux faibles, pareil, on a fait la vraie distinction entre de la CTI automatisée, de l'ingestion de flux, etc. Et puis à côté de ça, l'identification, l'analyse des signaux faibles, on a bien vu que ça demandait des analystes humains formés, et que ça serait difficile de les remplacer par de l'IA. Ils peuvent être assistés, mais pas remplacés. Oui, donc c'est bien. D'ailleurs, on le voit, Twitter n'a plus d'argent pour payer des modérateurs. Voilà, ça pose problème. Donc l'humain est important, heureusement. Ta table ronde était un cas d'école, puisque ton intervenante a été poussée dans les escaliers juste avant et n'a pas pu participer. Donc est-ce que c'est une tentative de déstabilisation, manipulation, qui sait ? Quand on tombe dans les escaliers, on est déstabilisé, ça c'est sûr. T'exagères un petit peu, parce que je suis pas sûre. Là, c'est peut-être de la désinformation, puisque tu connais la bonne version. Donc elle est tombée, effectivement, elle a été embarquée par les pompiers. Et j'ai appelé le général Fraissinet pour la remplacer. Alors on n'était pas tout à fait sur les mêmes angles. Au pied levé.
Bravo. Donc voilà, on n'était pas tout à fait sur les mêmes axes, mais sans préparation et sans filet, on a eu le général Fraissinet pour nous expliquer un petit peu voilà, le lien avec les entreprises et les autorités quand on est en face d'un cas de manipulation d'informations. Ce qui était intéressant, c'est qu'on avait plein de groupes français dans la salle qui ont indiqué qu'eux-mêmes pratiquaient des opérations de communication et d'influence sur Internet. Je ne veux pas parler de greenwashing, etc., mais je veux dire, on est à la fois victime et demandeur et fournisseur de ce type d'opérations d'influence sur les réseaux sociaux. Donc tout ce qui est placement de produits, à acheter des influenceuses, etc. Donc c'était quand même une table ronde assez intéressante. C'est hyper vaste, hein, et ce que en préambule de la table ronde, Laurent Bloch nous parlait aussi d'un point de vue plus philosophique. Qu'est-ce que c'est finalement la véracité de l'information? Elle n'existe qu'en démocratie. Il nous disait que quand on remontait à l'histoire des Gaules, Jules César avait fait, on aurait pu remonter au néolithique, mais vraiment en 3 quarts d'heure c'est impossible, mais que Jules César avait fait son succès avec la désinformation, et peut-être que voilà, aujourd'hui on a aussi des moyens de s'informer et de contrecarrer la désinformation. Et donc, c'est d'autant plus important que lors d'une soirée du Cercle, qui est le rendez-vous ponctuel des assises à Paris avant de se retrouver à Monaco, lors d'un rendez-vous du Cercle, le showrunner du Bureau des légendes, de la série Le Bureau des légendes, Éric a eu Rochin. cette phrase extraordinaire. Aujourd'hui, la vérité n'est qu'une opinion comme les autres. D'ailleurs, Voilà. ça a été souligné par Laurent Bloch qui disait que, en gros, c'est extrêmement difficile, voire impossible, de déterminer ce qu'est la vérité. Quand on parle de désinformation, on parle d'information. Alors, il a donné une définition, il a cité un philosophe, et en fait, il disait que l'information, c'est quelque chose qui rentre dans un système et qui est capable de le transformer. Au contraire de la donnée qui est juste, on va dire, un fait, mais qui a des bits stockés dans un disque dur. Mais une information, c'est une donnée qui a été interprétée et qui a modifié le comportement de quelque chose. Et cette interprétation, évidemment, est soumise à des biais, et c'est là où on va jouer, c'est sur ces biais-là qu'on va jouer pour désinformer. Passionnant ce sujet, non? Ouais, vraiment un sujet Ouais, passionnant. je suis très contente de l'avoir présenté aux assises. Allez, on va parler du prix de l'innovation. Alors, comment est-ce que ça se passe déjà comment est-ce que c'est organisé? Ah, tu me poses la question? Ouais, Je je pose la pensais question. qu'on allait enchaîner sur Vlad, le lauréat quand même. Le prix de l'innovation, c'est fabuleux parce que c'est permettre à des jeunes startups qui ne peuvent pas forcément se payer les assises d'avoir un tremplin et de montrer leurs solutions directement à leurs prospects. Et en fait, en gagnant le prix de l'innovation, c'est une reconnaissance du marché, de leurs solutions. Donc du coup, c'est vraiment un encouragement à poursuivre, à se dire qu'on a trouvé un produit qui correspond au marché. Voilà, Vlad, tu vas me dire tu le diras mieux que moi puisque tu es complètement concerné. Alors comment ça se passe? Donc il y a une ouverture du portail, tu peux postuler, tu déposes un dossier, tu dois expliquer ce que tu fais, tu donnes tes bilans Il faut comptables, avoir plein moins de d'informations. 3 ans, je crois. Oui, je crois que c'est moins de 3 ans d'existence. Société européenne et de moins de 3 ans d'existence. Tu dois présenter tes bilans comptables, montrer où tu en es, etc., tes clients. Et à partir de là, tu es sélectionné sur dossier. Et ensuite, suite à ça, tu passes un oral, donc une présentation, le pitch des assises, où tu présentes devant un certain nombre de RSSI, donc au cercle des assises. Et il y a 2 prix, donc le prix du public et le prix du jury. Et nous avons eu l'incroyable honneur de remporter à la fois le prix du jury et le prix du public, ce qui apparemment n'a pas été fait depuis des années. Double des années. reconnaissance. Ouais. Et c'est génial parce qu'en fait, le prix du public, ça veut dire que notre auditoire, nos prospects, ont voté pour nous. C'est-à-dire qu'ils croient en notre modèle, ils croient en notre innovation. Donc ça c'est génial pour ensuite aller les prospecter. Hein. Si vous nous écoutez, on va bientôt vous contacter. Et le prix du jury aussi, c'est incroyable parce que là, c'est quand même un regroupement de personnes qui sont des experts du domaine, reconnus, qui savent ce qu'est l'innovation, qui savent ce dont les entreprises ont besoin et donc qui ont voté pour nous, qui nous ont élus. Et ça aussi, c'est une incroyable reconnaissance. Enfin, nous, on est sur un nuage. Enfin non, pour reprendre, parce qu'en fait, cette année, ce qui représente les assises, c'est une montgolfière. Donc, on est sur une montgolfière depuis. Et c'est génial parce que ça nous apporte énormément de visibilité, de reconnaissance. Ça confirme notre modèle parce que même si nous on y croit, on est convaincus, nos clients également,
ça confirme notre modèle et notre innovation. Alors c'est intéressant parce que d'avoir ces doubles prix, c'est pas du tout les mêmes critères finalement qui vont mener à avoir ces prix-là. Pour le prix du public, évidemment c'est un coup de cœur, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont des praticiens, des RSSI notamment, etc., qui vont dire waouh, ça c'est une solution qui m'intéresse, que je me vois pouvoir déployer éventuellement chez moi, ou en tout cas je suis curieux de savoir comment ça marche. Du côté du jury, on a d'autres critères. Forcément, on peut aussi, comme le public, se dire c'est super, ça va être très utile pour les RSSI, mais on ne s'arrête pas là. Il y a d'autres critères tels que est-ce que la start-up en est à un moment de son développement qui va lui permettre de profiter d'être aux assises. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que gagner le prix du jury, ça te donne le droit d'avoir un stand offert aux assises, et donc d'avoir un stand, et donc d'avoir des prospects, de voir des gens et de vendre ta solution. Et ça, il faut être staffé, structuré, et avoir une offre qui permet d'exploiter cette chance-là. Sinon, évidemment, c'est gâché. Et puis aussi, on va se poser des questions telles que, est-ce qu'on est vraiment sur une innovation, et quel type d'innovation? Est-ce que c'est une innovation d'usage? Est-ce que c'est une innovation technique? Est-ce que c'est une innovation de rupture? Voilà. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on peut avoir des coups de cœur ou se dire, tiens, c'est vachement sympa, et je pense que c'est très utile au RSSI, mais se dire, finalement c'est un dashboard qui centralise des trucs qui se font depuis 15 ans, c'est très utile au RSSI, mais c'est pas franchement innovant. Et à l'inverse, des trucs où les RSSI peuvent se dire je vois pas du tout ce que j'en ferai, mais en se disant, du côté jury, en se disant c'est super innovant. Et après, il faut trouver évidemment le bon curseur. Alors, est-ce que tu peux nous parler des problématiques que vous adressez avec Patrol ? Alors, il y en a 3 principales. La première, c'est que généralement, les entreprises ne savent pas ce qu'elles exposent sur Internet. Ça, il y a plein de raisons à ça. Le télétravail, les nouvelles techniques de développement type agile, le shadow IT. Enfin, malheureusement, les entreprises aujourd'hui, elles ont du mal à savoir ce qu'elles exposent sur Internet. Le deuxième sujet, c'est que les entreprises, elles ont du mal à suivre l'actualité des menaces et des vulnérabilités sur ces périmètres. Et le troisième problème, il est malheureusement assez facile à dire, c'est que c'est compliqué aujourd'hui d'embaucher des experts en cybersécurité. Les équipes en place, elles sont souvent surchargées de travail et en plus, elles font très souvent des tâches assez rébarbatives. Et en fait, l'idée, c'est de résoudre toutes ces problématiques avec la solution Patrol. Toi, tu dis Pentest is dead. Ouais, c'est un peu provocateur. C'est complètement provocateur. À peine. On a même un sticker, un autocollant où c'est marqué Embrace Progress, Abandon Pentest. Mais c'est comme quand tu dis punk is dead, tu vois, c'est vraiment le truc. Mais en même temps, il y aura toujours des punks parce que c'est un état d'esprit et je crois que le pentester, c'est un métier. On a dit que c'était un métier. C'est aussi un état d'esprit. Et c'est aussi un état d'esprit, voilà. Donc le pentester, légal ou pas, il sera toujours là. En fait, de toute façon, tout le monde le sait parce qu'on est totalement clair vis-à-vis de nos clients ou prospects. C'est que, en fait, on dit ça, mais nous, on a des pentesters. En fait, ce qu'on fait, nous, c'est 2 tiers automatisés, 1 tiers manuel. Donc, on garde des équipes de pentesters en interne. Par contre, l'intérêt, c'est que chez nous, ils ne font que des actions à très forte valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin d'eux sur des actions très avancées. Et c'est là que c'est là qu'on garde encore l'humain. Voilà, l'humain, il est indispensable. Pentest is dead parce que plus personne n'écrit à la main. Peut-être. Rapport au pen. Voilà. Merci. Merci. Il y a quelqu'un qui suit. Ah là là, ce Nico. J'ai de la peine pour toi. No pain, no gain. C'est ça. Peut-être 2 mots sur la keynote. Alors, en fait, tu parles probablement de la keynote du jeudi soir, puisque les keynotes, il y en a tout le temps. Piano. Qui était assez magique, on peut le dire. Une masterclass de Loïs, Loïs Samin. Qui devient chef d'orchestre, mais le RSSI, c'est un chef d'orchestre. Exactement. Cette keynote était pleine de métaphores. Donc, c'était le célèbre... C'était Alain Manoukian, les notes qui s'aiment. Voilà, qui nous a fait un beau spectacle. Il y avait des parallèles avec la cybersécurité, pas tant que ça, mais par contre c'était un... Il parlait de cul, de musique et de mathématiques. C'était particulier. Voilà, donc les mathématiques, il y en a dans la cyber, le reste un peu moins. Dans la musique. Il y a beaucoup de maths dans la musique. Pas du tout. Et donc, comme chaque année, la keynote du jeudi soir, en fait, c'est un moment d'ouverture d'esprit et de réflexion en dehors, out of the box. C'est ça. C'est une tradition, le jeudi soir. On espère que les RSSI puissent rentrer à la maison en parlant de quelque chose de fantastique à leur conjoint. Ok, pour conclure, Véro, pourquoi est-ce qu'il faut venir absolument aux assises ? Déjà, il faut être invité, donc...
y a des événements B-side d'ailleurs. C'est la preuve que y a une communauté qui est super active, qui est vivante, qui est là, qui continue à innover. Il y a des jeunes, il y a des vieux. Enfin voilà, ça rassemble beaucoup de gens, beaucoup de compétences. Enfin moi je me vois pas ailleurs. Place to be quoi. Et on se faisait justement avec Nico avant l'émission, on se faisait cette remarque, c'est que il y a plein de nouvelles têtes en fait, et ça fait moi ça fait 20 ans que je fais des assises, et là aujourd'hui on voit vraiment arriver de nouvelles têtes, et peut-être que les assises c'est le moyen aussi pour les vieux comme nous. On contribue à ramener des bien jeunes. Sûr, bien sûr. Moi je suis ravie d'emmener des jeunes. Joue, parce que s'il y a un espace start-up où des entreprises avec un budget plus réduit que les grands stands peuvent venir en tant que start-up, avoir un stand en bas et sont très visibles parce que c'est sur le chemin de toutes les conférences, et ça permet aussi à des entreprises un peu moins matures peut-être d'être présentes et de voir du monde. C'est un vrai enjeu pour les assises aussi de pouvoir ramener de l'innovation et que ce soit visible. Et c'est génial parce qu'il n'y a pas d'autre endroit, et je parle pour moi mais je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là, il y a vraiment qu'aux assises où je pourrais rencontrer autant de nouvelles têtes de la nouvelle génération montante en cybersécurité. Tu sors pas beaucoup Oui, si tu fais des soirées étudiantes, t'en rencontres aussi. Merde, je suis pas invité aux soirées étudiantes. Ouais. Alors moi, j'ai bientôt allé à Brest, Unlock Your Brain. C'est une bonne conf, ça aussi. Super conférence. Ouais. Donc l'épisode sera publié là, lundi, donc on peut peut-être citer la date. C'est la semaine prochaine. C'est début novembre, 4-5 novembre, je crois. C'est dommage de ne pas avoir la date comme ça. À Brest, 4-5 novembre, donc c'est sur un vendredi et un samedi. Et c'est une très très bonne. C'est les vacances de la Toussaint, c'est le dernier week-end des vacances de la Toussaint. Parfait. Eh bien, merci à toutes et à tous pour votre participation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Merci. Au revoir. Il faut venir aux assises pour les good news.